cette question, je vais y répondre parce que c'est une question d'actualité, parce que je n'aime pas parler des personnes. Le ministre démissionnaire, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, accusant un haut magistrat d'avoir détourné de l'argent et de s'être offert une villa luxueuse à l'étranger. Quelques mois après, il a suffi qu'on attrape ce dernier, le ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est un accord de paix parce qu'il est fondé sur le principe de la cessation des hostilités, du retrait sans condition des troupes étrangères sur le sol du territoire congolais et du retour des réfugiés dans la paix et la dignité sur leur territoire d'où ils ont été chassés. Oui, c'est un deal économique à travers l'intervention des États-Unis qui promet d'apporter des capitaux, de travailler avec la République démocratique du Congo pour développer, exploiter les richesses et pour que ces richesses servent d'abord aux Congolais. Les relations entre les pays, entre les nations sont des relations d'intérêt. Et si leur intérêt leur permet de gagner quelque chose derrière ça, et si nous aussi, le Congo peut gagner quelque chose là-dedans, où est le mal? Vaut mieux gagner 60% et reconstruire le pays plutôt que laisser les 100% aller dans le pillage et construire les pays voisins. Je suis M. Nkongolo Kajigolo Freddy. Je suis M. Nkongolo Kajigolo Freddy, avocat, près la cour d'appel de Kinshasa Matete, depuis mars 2006. La justice congolaise est malade. Elle est malade car elle souffre des antivaleurs. Elle est gangrénée par la corruption, par beaucoup de maux et elle a besoin d'être restaurée. Elle a besoin d'être repensée. Elle a besoin d'être réorganisée, d'être réinventée afin d'espérer à l'avènement d'un véritable état des droits comme nous le prenons aujourd'hui à travers le porte-étendard de notre nation, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que faut-il faire pour restaurer cette justice, mettre fin à ces antivaleurs? Musée Laurent Désiré Kabila disait, parlant des magistrats, ils ont déjà beaucoup de pouvoir. Si vous leur donnez tout ce qu'ils demandent, plus personne ne sera en paix dans ce pays. Peut-être qu'avait-il raison en partie, parce que le pouvoir judiciaire constitué par les magistrats debout ainsi que les magistrats assis constitue un pouvoir parmi les 3 pouvoirs qui fondent un État. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Fort est de constater que lorsque un membre du législatif ou de l'exécutif commet une infraction, il commet une faute, après des procédures préliminaires prévues par la Constitution et les lois, il est mis en accusation et sanctionné par le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire, c'est un autre pouvoir qui est chargé de la sanction de membres des 2 pouvoirs, de 2 premiers pouvoirs, à savoir les législatifs et l'exécutif. Mais la question, la problématique est celle de savoir, lorsque les magistrats eux-mêmes commettent des crimes ou des fautes professionnelles, à travers la corruption, les antivaleurs, les clientélismes et autres, il n'y a pas l'intervention d'un autre corps ou d'un autre pouvoir afin de pouvoir les poursuivre et les sanctionner les cas échéants. Se basant sur la Constitution de la République et les lois de la République, les magistrats sont sanctionnés, que ce soit administrativement par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe technique chargé de cela, et sur le plan judiciaire par eux-mêmes les magistrats qui jugent leurs pairs. Il faudra qu'on puisse travailler, repenser l'organisation de cette justice, de cette manière de faire, qui en fait redonne aux magistrats beaucoup de pouvoir sur eux-mêmes. Si le pouvoir judiciaire doit rester le seul à pouvoir dire le droit, notamment à travers les causes et tribunaux,
Le pouvoir des magistrats du parquet devrait plutôt être dilué afin de pouvoir permettre à ce qui est d'intervention d'autres organes qui fera en ce qu'il y ait rééquilibrage de forces pour que la justice soit correctement redistribuée. Par exemple, il faudra repenser le rôle de l'intervention de l'avocat dans la phase préjuridictionnelle. Il est de principe en droit positif congolais que l'avocat est passif dans la phase préjuridictionnelle. Or, avant que la phase juridictionnelle arrive, c'est la phase préjuridictionnelle qui est constitutive du socle de tout ce qui sera fait par la suite. J'en ai vu par expérience dans un bureau d'un magistrat, alors que les faits portés contre mon client étaient simplement des faits civils, lorsque j'essayais de le faire voir au magistrat qu'en fait mon client ne pouvait pas être là, assis, pour une question purement civile. Le magistrat me répondra: Maître, vous êtes passif dans cette phase préjuridictionnelle. Et il s'en est suivi un débat dont je vous épargne la suite. Et pourtant, le rôle d'un avocat, pourtant consacré par la Constitution et les lois de la République, la Constitution qui donne le droit à chaque Congolais de se faire assister à toutes les étapes de la procédure pénale et devant n'importe quelle instance, que ce soit au parquet, devant la police, devant les services spécialisés. Tout Congolais a le droit de se faire assister par un avocat. Et si cette assistance doit se limiter tout simplement à un rôle passif, cela n'aide pas à ce qu'une véritable justice soit établie et que la redistribution de la justice sur le plan pénal soit équilibrée. D'où, en donnant beaucoup plus de rôles, plus de pouvoir, beaucoup plus de possibilités à l'action d'un avocat devant un magistrat en phase préjuridictionnelle, on aiderait à éviter beaucoup de procès inutiles et d'envoyer des innocents en prison pour des problèmes d'ordre civil. Deuxième chose à faire pour en finir avec les antivaleurs au sein de la magistrature et promouvoir un véritable état des droits, c'est de pouvoir assurer que la sanction, tant administrative que pénale, soit assurée lorsque les magistrats commettent des fautes ou des infractions. Le problème est que les magistrats se retrouvent quelque peu juges et parties, parce que c'est eux qui ont la mission de dire le droit. En même temps, ils doivent dire le droit aussi sur leur pairs. Je voudrais dire, si sur le plan pénal, les cours et tribunaux doivent conserver le monopole de dire le droit, en ce qui concerne la sanction administrative des fautes commises par les magistrats, ce rôle ne devait pas être attribué aux seuls magistrats. D'où nous proposons qu'il soit inséré au sein du Conseil supérieur de la magistrature, premièrement, des avocats. Les détails restent à définir. Quel avocat, à quelle proportion et pour quel rôle. Mais le principe est qu'en insérant des avocats au sein du Conseil de la magistrature, cela créerait un équilibre. Quelqu'un me dirait, mais d'où ça vient? Quand nous faisons un peu d'effort, nous faisons un peu du droit comparé, nous remarquerons qu'il existe des États, sous d'autres cieux, où les avocats et les magistrats font tous partie d'un même corps qu'on appelle le barreau, qui assure la réglementation et la sanction disciplinaire et pour les avocats et pour les magistrats. S'inspirant de ces modèles, nous pensons qu'au sein du Conseil supérieur de la magistrature, les avocats devaient être présents, de sorte que cela rééquilibrerait les rapports entre les acteurs de la justice, les deux principaux acteurs de la justice qui sont d'une part les magistrats et d'autre part les avocats.
Parce que dans l'état actuel des choses, la profession d'avocat se retrouve être réduite à un rôle protocolaire. Il y en a même qui bradent la profession d'avocat en devenant des porteurs de fonds aux magistrats en cas de corruption. En insérant des avocats honnêtes selon une réglementation structurée au sein du Conseil de la magistrature, cela aiderait à revaloriser la profession d'avocat. De mon expérience en tant qu'avocat, j'en ai vu de toutes les couleurs. Un magistrat qui ose dire à un justiciable, ton avocat n'a pas le pouvoir de te libérer. Moi, j'ai le pouvoir de t'emprisonner ou de te laisser libre. Un juge qui dit à un justiciable, ton avocat, il fait que parler. Moi, j'ai le pouvoir de te condamner ou de te libérer. J'ai le pouvoir de te donner raison dans ton dossier ou de donner raison à ton adversaire. Ainsi, cela facilite la corruption, les antivaleurs et, par conséquent, l'absence d'une bonne administration de la justice. La présence des avocats au sein du Conseil de la magistrature rééquilibrerait les forces entre les acteurs de la justice. Outre les avocats, on peut élargir encore le cercle en insérant une représentation des sociétés civiles de droits de l'homme au sein du Conseil de la magistrature afin de s'assurer que la même rigueur dont on se sert pour juger le commun des mortels de Congolais, le plus petit des citoyens, et la même rigueur dont on se sert au sein de l'organe chargé de la sanction des fautes des magistrats pour remettre les magistrats fautifs sur la voie. Cette liste n'est pas exhaustive. On peut y ajouter toujours aussi une représentation de tel ou tel autre corps qui participe à la distribution de la justice dans notre pays. De cette façon-là, on aura préservé d'une part l'autonomie, l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif et législatif, et d'un autre côté, on aura créé des équilibres au sein de l'appareil judiciaire ainsi que des acteurs qui participent à la distribution de la justice afin de promouvoir un état des droits et une meilleure distribution de la justice. Cette question, je vais y répondre parce que c'est une question d'actualité, parce que je n'aime pas parler des personnes, mais c'est un événement crucial qui s'est passé dans notre pays. Et pour la petite histoire, il y a tout et rien dans cette histoire. On a vu, entendu, vu sur les réseaux sociaux, le ministre ou le ministre démissionnaire, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, accusant un haut magistrat d'avoir détourné de l'argent et de s'être offert une villa luxueuse à l'étranger. Quelques mois après, il a suffi qu'on attrape ce dernier, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, dans une histoire de détournement présumé, que apparemment, sans avoir mené les enquêtes nécessaires et suffisantes, il a été directement mis en accusation, et pour certains, parce qu'il était visé, parce qu'il était devenu un élément gênant. Ce n'est que normal dans l'exercice des pouvoirs confiés aux magistrats qui sont passés par la procédure préliminaire exigée en sollicitant la levée de ces humilités au niveau du Parlement. Mais cependant, cette théâtralisation de la scène politique, de la scène judiciaire et tous ces événements malheureux qui arrivent autour de tout ça doivent être considérés comme des douleurs d'enfantement. Le Congo aspire à un état de droit.
un état des droits véritable, à travers une distribution de la justice équitable, à travers l'élimination des antivaleurs au sein de la société et particulièrement au sein de l'appareil judiciaire. Cet état des droits, tant voulu par les Sphinx, paix à son âme, le docteur Étienne Tshisekedi Wamlumba. Cet état des droits pour lequel se bat son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, cet état des droits dont nous avons tous rêvé. Je suis devenu avocat parce que je crois, j'ai cru depuis mon enfance que la justice pouvait être restaurée dans ce pays. Alors, l'avènement de cet état des droits passe par ces douleurs d'enfantement. Et un jour, on arrivera à recadrer tout ça si et seulement si nous tirons des leçons de tout ce qui est en train de se passer. Si nous tirons des leçons de nos échecs, de nos difficultés, de tous ces désordres, et si nous prenons l'engagement d'y travailler, de corriger, d'apporter des réformes afin d'aller de l'avant et de créer, de bâtir ce Congo nouveau, ce Congo de droit, ce Congo où tout le monde est à l'aise et dans la joie de vivre dans son pays. Accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Est-ce un accord de paix ou un deal économique? Je ne vais pas me verser dans la diatribe, dans les débats stériles autour de la terminologie de accord de paix ou deal économique. L'un peut amener à l'autre. Quoi de plus normal? Est-ce un accord politique? Oui. Est-ce un accord de paix? Oui. C'est un accord de paix parce qu'il est fondé sur le principe de la cessation des hostilités, du retrait sans condition des troupes étrangères sur le sol du territoire congolais, du respect de la souveraineté du territoire national de la République démocratique du Congo et du retour des réfugiés dans la paix et la dignité sur leur territoire d'où ils ont été chassés. En cela, c'est un accord de paix. Oui, c'est un deal économique à travers l'intervention des États-Unis qui promet d'apporter des capitaux, de travailler avec la République démocratique du Congo pour développer, exploiter les richesses et pour que ces richesses servent d'abord aux Congolais, en apportant leur soutien, en apportant les finances, en apportant la technologie. Les États-Unis ne le font pas par bonté de cœur. Les relations entre les pays, entre les nations sont des relations d'intérêt. Et si leur intérêt leur permet de gagner quelque chose derrière ça, et si nous aussi, le Congo peut gagner quelque chose là-dedans, où est le mal? Vaut mieux gagner 60% et reconstruire le pays plutôt que laisser les 100% aller dans le pillage et construire les pays voisins. Oui, c'est un accord politique. Oui, c'est un accord de paix. Oui, également, c'est un deal économique. Cela n'est pas contradictoire. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de notre magazine et à très bientôt.